Ce qui est intéressant sur les objectifs de paiement, ils ont pas mal shifté sur les dernières années au sein des entreprises. Pendant longtemps, c'était des objectifs IT. On pilotait surtout du SLA. On se disait, est-ce que mes paiements marchent? Est-ce que tout est up? Est-ce que mon client, il arrive à mettre sa carte dans le TPE en magasin? Et c'était à peu près les seules métriques qui étaient pilotées. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'avec la multiplication des moyens de paiement et des acteurs spécialisés comme le sont Payplug, la métrique qu'il faut piloter, c'est une métrique business. Est-ce que mon moyen de paiement est performant? Est-ce que il apporte satisfaction dans le sens où est-ce que mon client arrive au bout du paiement? La métrique principale qu'on va piloter sur les moyens de paiement, ça va être souvent le taux d'acceptation. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Les grands acteurs du retail structurent une véritable stratégie de paiement. Élément clé du parcours client, le paiement se trouve au carrefour d'un nombre important d'enjeux, comme ceux de la conversion, du taux de marge ou encore de la fraude. Afin d'aborder ce sujet hautement stratégique, j'ai décidé de réunir, dans un format table ronde, 2 experts du domaine. Nous avons pour le côté business Lucas Quignot, Head of Payment chez But Conforama, qui depuis près de 2 ans déploie et pilote la stratégie de paiement du groupe. Pour le côté solution, nous recevons Mathieu Vermeau, Managing Director Global Merchants chez Payplug, PSP du groupe BPCE. Payplug propose toutes les briques de la chaîne de paiement. Pour aborder les questions relatives aux objectifs d'une stratégie de paiement, nous demanderons à nos invités de se prononcer sur les moyens à mettre en place pour déployer et maintenir une stratégie efficace. Nous allons également parler de la priorisation des projets et des investissements pour identifier les points d'optimisation possibles. Et enfin, nous nous intéresserons à la question des différentes briques de paiement afin de savoir comment on les gère avec les différents prestataires de solutions. Pour commencer notre échange, Lucas, la parole est à toi. Peux-tu nous dire quelle est ta lettre de mission chez But Conforama? Tout d'abord, bonjour Cyril, merci de nous accueillir. Et donc, le travail sur le paiement chez But Conforama et chez la plupart des grands groupes, il est assez large et c'est ça qui en fait un métier intéressant. C'est avant tout, pour moi, créer du lien autour du paiement avec les différents métiers. Aujourd'hui, notre travail principal, il est vraiment autour de ça. Donc, de pouvoir discuter avec une équipe marketing qui va venir avec des projets marketing qui forcément impliquent du paiement, parce qu'à la fin de l'histoire, il faut bien que le client y paye. Avec une équipe IT, parce que le paiement, c'est un sujet très technique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de solutions. Avec des équipes même juridiques, parce que c'est beaucoup d'acteurs externes aux entreprises. Et donc, du coup, il faut pouvoir piloter toutes ces métriques-là. Donc c'est un sujet de stratégie, mais de stratégie qui est vraiment au cœur de l'entreprise et au milieu de tous les métiers. Donc ça, c'est vraiment la première partie de mon travail, faire du lien autour de cette notion de paiement. Mon deuxième travail, il est vraiment plus opérationnel. Le paiement, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour.
En plus, sur une partie web et internet, aujourd'hui, c'est 24/24, 7/7, ça ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, il faut forcément qu'il y ait des expertises au sein des entreprises pour pouvoir piloter cette vie du paiement, donc vraiment de l'opérationnel. Et je dirais que la troisième brique qui est très inhérente au paiement, malheureusement, c'est la partie fraude, qui est un vrai sujet et qui nécessite un vrai pilotage très spécifique de comment je lutte contre la fraude pour chacun de mes moyens de paiement et sur chacun de mes canaux. Parce que la fraude en magasin, la fraude en ligne, c'est pas forcément exactement la même. Et suivant les moyens de paiement aussi, la fraude est très variée, à plein de visages. Et donc c'est vraiment ça mon travail. Opérationnel, fraude, stratégique. Merci pour cette présentation et ce schéma global. Ça intègre l'ensemble des paiements, on est d'accord? Ça intègre l'ensemble des paiements et l'ensemble des canaux. Donc ça veut dire qu'on va aller du paiement cash en magasin avec la gestion des transporteurs de fonds et des coffres en magasin. Donc là, on est sur des trucs qui existent depuis la nuit des temps. Un peu moins que la nuit des temps, mais vous comprenez. Depuis au moins l'existence de But Conforama. Voilà, depuis l'existence, depuis au moins 60 ans, disons, pour nous en tout cas. Du chèque aussi, qui est quelque chose de très manuel, de très physique. Le paiement a quand même encore des composantes qui sont très physiques. En magasin, pareil, du TPE. Même si derrière, il y a du digital, le TPE, ça reste du matériel. Donc on est quand même sur une action physique. Donc on a beaucoup de travaux là-dessus, sur le parcours magasin, sur comment ça se passe, comment un client il vient en caisse. Et après, on a une composante qui, elle, est plus récente. Même à l'échelle de Conforama, qui a, disons, une quinzaine d'années, qui est vraiment du digital. Et là, on est vraiment sur des moyens de paiement qu'on connaît bien, comme CB Visa, Mastercard, Amex, et des moyens de paiement qui sont beaucoup plus récents, comme PayPal, voire des moyens de paiement qui sont peut-être moins connus du grand public, avec l'ensemble des solutions de ce qu'on appelle le BNPL, Buy Now, Pay Later, donc des paiements en plusieurs fois, des paiements en fin de mois, des paiements fractionnés, et toutes ces solutions-là, voire même des cartes cadeaux, qui sont encore un autre sujet, voire même des cartes de fidélité qui peuvent permettre de payer. Donc les paiements sont extrêmement multiples, extrêmement complexes, et je pense qu'on reviendra sur le sujet. La présence de personnes comme moi au sein des grands groupes, ça s'est vraiment concrétisé ces 5-6 dernières années, principalement à cause de ce que je viens de vous dire, qui est que les paiements se sont extrêmement complexifiés et qu'aujourd'hui, on parle de 20, 30, 40 types de paiements différents au sein de groupes comme les nôtres, et donc du coup que ça ne peut plus être juste externalisable facilement par des organisations, ça peut pas être juste compris par des gens dont c'est pas le métier, parce que quand il y avait que du cash et du chèque et de la carte, c'était facile, et que maintenant 30 paiements à piloter avec des spécificités pour chacune, voire des réglementations pour chacune, ça devient vraiment très complexe, et c'est pour ça que les grands groupes s'arment, et ils s'arment principalement en internalisant des compétences et en recrutant des équipes pour pouvoir piloter ça. On va y arriver. Avant de passer la parole à Mathieu, est-ce que tu peux nous donner globalement quelques chiffres pour qu'on comprenne ce que c'est que le groupe But Conforama sur des sujets de paiement? C'est quoi le chiffre d'affaires, la répartition des paiements online versus offline, ou des choses comme ça? Je vais être très très macro et je vais me faire taper dessus par mes équipes finances, mais c'est pour donner plutôt des grandes métriques. Globalement, But Conforama, on va être entre 3,5 et 4 milliards de chiffre d'affaires par an, les deux ensemble. On est un consortium aujourd'hui, on fait partie d'un groupe, mais on est deux entreprises différentes. Attention, ça reste bien deux entreprises séparées. Et globalement, on va faire du 80-20, donc on est quand même on vient du terrain, on est du brick and mortar comme on dit dans le milieu, donc 80% du chiffre d'affaires ça reste nos magasins, ça se passe en magasin, et 20% de notre chiffre d'affaires se passe en ligne. Et autre métrique intéressante aussi sur ces dernières années, sur une boîte surtout côté Conforama pour le coup, 40 voire certaines périodes jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires en ligne se fait via une marketplace, qui est aussi une vraie nouveauté, une vraie autre façon de faire du business en ligne qui a explosé avec des acteurs comme Amazon que tout le monde connaît, mais vraiment chez tous les marchands. Et donc du coup, c'est à peu près ça. Donc si je prends une répartition très à la louche, 80% du chiffre d'affaires reste en magasin, mais se digitalise beaucoup.
et change beaucoup structurellement. 20% du chiffre d'affaires se passe en ligne et plutôt en croissance, donc prend plutôt de la place, mais pas autant qu'on aurait pensé. Surtout sur du mobilier qui reste un matériel très physique où les gens ont besoin de voir le produit, le toucher, l'expérimenter, surtout sur des gros produits. Et sur ce chiffre d'affaires, presque 50% aujourd'hui, c'est de la marketplace, donc avec des partenaires autres que nos propres produits d'entreprise. Bon, écoute, merci beaucoup Lucas pour cette introduction. Je me tourne vers toi, Mathieu. Est-ce que tu peux me raconter un peu quel est ton job chez Payplug ? Oui, alors de manière très simple, tu l'as précisé, Payplug, c'est une solution paiement du groupe BPCE. Donc on a cette particularité d'être une fintech née finalement d'un lancement from scratch sur le métier des paiements il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et on est aujourd'hui pleinement intégré au sein du groupe, et je pense que on peut dire aujourd'hui que c'est une expérience qui est réussie, puisque le groupe BPCE, aujourd'hui le seul groupe bancaire, a gagné de la part de marché dans les paiements, dans un marché qui, comme vous le savez, a énormément évolué avec des nouveaux entrants assez agressifs et qui ont pénétré le marché français. Mais à l'instar d'une association entre le groupe BPCE et ses solutions de paiement, le groupe BPCE opère plus de 550 000 terminaux dans les réseaux de proximité, etc. Donc finalement, il y a une complémentarité entre ce que le groupe fait et ce que nous faisons. Et je vais y revenir plus tard, puisqu'on verra que l'enjeu du groupe, c'est vraiment de positionner la bonne offre par rapport au bon public. Et j'y reviendrai un peu après. Concernant mon job chez Payplug, mon job, c'est de séduire, convaincre des marchands, grands marchands, locaux, européens, mondiaux, de localiser leurs paiements européens et de passer par un expert comme Payplug, qui est un expert qui connaît particulièrement bien la conversion de la transaction sur des marchés locaux, français et globalement européens. Et c'est pour ça qu'on se déplace aujourd'hui et qu'on dépasse les frontières européennes, qu'on se déplace aux US, qu'on se déplace en Asie, puisque ces acteurs-là qui aujourd'hui font beaucoup de business en Europe et en France, en fait, souvent leur centre de prise de décision dans les paiements ne sont pas en France. Et donc, nous, tout notre enjeu, c'est de les convaincre que passer par un acteur local va leur faire gagner de la performance. Et c'est ce qu'on prouve tous les jours, puisqu'on a aussi cette particularité-là chez Payplug, c'est qu'on a un acteur qui a une connaissance de la chaîne de paiement très profonde. C'est-à-dire qu'on est notre propre acquéreur, on est notre propre processeur, on est notre propre PSP, et on a une relation évidemment extrêmement proche avec l'un des plus grands émetteurs de cartes en Europe, qui est le groupe BPCE, qui est le premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale. Donc cette vision-là, elle nous permet vraiment de démontrer sur le papier la surperformance qu'on peut leur offrir. Voilà, et c'est ça ma lettre de mission, c'est ça la lettre de mission des équipes, et c'est la manière dont on est organisé. D'ailleurs, on n'est pas qu'une équipe française, basée en France, puisqu'il y a des équipes basées aujourd'hui au niveau européen, notamment avec une base arrière à Amsterdam. Voilà, et donc c'est ce qu'on fait, et on travaille du coup de ce fait-là avec des très grands marchands mondiaux qui font beaucoup de business en Europe. Merci Mathieu d'ailleurs de nous recevoir dans les bureaux de Payplug. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous recevoir, Cyril, Lucas, et vous êtes les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Dernier petite, comme pour Lucas, petite question. Pourquoi Payplug aujourd'hui, c'est combien de personnes Ouais. C'est quel type de référence client? Je sais pas, c'est quoi les métriques pour pouvoir sizer un peu Payplug? C'est 300 collaborateurs, pour faire simple. C'est en dizaines de milliards d'euros maintenant de volume d'affaires, donc c'est représentatif. Voilà, dans les métriques que je peux vous communiquer aujourd'hui, et parmi les grandes références, on va avoir des gens comme Last Minute, comme Western Union, comme Maison du Monde, comme Autodoc. Donc on est assez diversifié quand même dans nos cibles, mais encore et toujours avec la même philosophie. Il y a deux piliers chez Payplug, c'est la simplicité, comment je facilite la vie du marchand qui a une vie compliquée,
Et Lucas l'a bien Et précisé. Lucas va continuer à nous le raconter. Voilà, donc nous, tout notre enjeu, c'est de faciliter la vie du marchand. Comment on facilite la vie du marchand? C'est en proposant une interconnexion facilitée. Et ça, on va y revenir après, mais par exemple, pour les grands marchands, on parle beaucoup d'orchestration. C'est comment nous, d'un point de vue solution, on fait l'effort pour raccourcir en fait le chemin. Et puis la performance. Et encore et toujours, et sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de changements dans les paiements, en fait, il y a toujours des choses à faire et toujours des choses à proposer aux marchands pour faire plus et mieux. Merci Mathieu. Lucas, on va revenir un peu dans le côté concret de ton business. Je le disais un peu en introduction, on parle de stratégie de paiement. C'est quoi les objectifs d'une stratégie de paiement? Parce qu'en fait, quand on parle de stratégie, si on sert un mot un peu évanescent, pour que ce soit concret, il y a des KPI, il y a des objectifs à atteindre. Comment on les fixe et comment on les mesure chez But Conforama? Je pense que ce qui est intéressant sur les objectifs de paiement, ils ont pas mal shifté sur les dernières années au sein des entreprises. Pendant longtemps, c'était des objectifs IT. On pilotait surtout du SLA, donc on se disait est-ce que mes paiements marchent à peu près point barre, est-ce que tout est up, est-ce que mon client il arrive à mettre sa carte dans le TPE en magasin, et c'était à peu près les seules métriques qui étaient pilotées. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'avec la multiplication des moyens de paiement et des acteurs spécialisés comme le sont PayPlug, aujourd'hui la métrique qu'il faut piloter, c'est une métrique business. Est-ce que mon moyen de paiement est performant? Est-ce que il apporte satisfaction dans le sens où est-ce que mon client arrive au bout du paiement? La métrique principale qu'on va piloter sur les moyens de paiement, ça va être souvent le taux d'acceptation. Quel est le pourcentage de chance, je le traduirai comme ça, que mon client paye? Est-ce qu'une fois qu'il a appuyé sur le bouton payer et rentré sa carte, il y a 90-95% de chance qu'il aille jusqu'au bout? Et ça, c'est une métrique qui est ultra importante et qui est impactée par énormément de sujets, dont principalement le moyen de paiement et le panier moyen. Vous achetez des carottes à Carrefour pour 10 €, vous payez avec votre carte, il y a quand même une plus forte probabilité que vous alliez au bout que si vous faites un paiement en 4 fois sur un canapé à 1 500 €. Donc il faut c'est quoi le panier moyen d'ailleurs chez toi? Chez nous, un panier moyen, c'est à peu près 250 €. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on a une variance qui est très forte. Donc on va avoir des gens qui vont venir acheter une ampoule et des piles et qui vont sortir avec un panier à 20 € ou à 15 €. Et on a des gens qui vont venir refaire leur cuisine et qui vont partir avec un panier à 10 000 €. Donc on a cette vraie problématique-là de dire la personne qui veut dépenser 15 €, il faut que ça aille vite, il n'a pas besoin de 70 000 moyens de paiement. La personne qui va dépenser 10 000 €, il faut qu'on l'accompagne parce que ça se fait pas comme ça. Souvent, c'est pas possible juste avec une carte bleue. Il faut qu'il ait des options de crédit, il faut qu'il ait tout un tas d'options possibles. Donc, comment on pilote ces paiements-là aujourd'hui? C'est de remettre au centre déjà ces notions business. Donc, là, on est sur les objectifs, c'est en fait des objectifs de business. De chiffre d'affaires. C'est vraiment chiffre d'affaires, marge, c'est ça? C'est comment alors, la marge, elle est inhérente. C'est vraiment comment j'amène mes clients à pouvoir payer plus facilement, à mieux transformer. La conversion. Et le point névralgique du paiement, il est que quand tu arrives au paiement, ton entreprise, elle a déjà investi sur toute la chaîne. Elle a déjà fait du marketing, elle a déjà investi sur l'IT, elle a déjà investi potentiellement sur la logistique. Donc, tu as fait tous les efforts nécessaires, tous les investissements pour que ton client, il clique sur payer. Quand il a cliqué sur payer, ton entreprise, elle a quasiment fini le travail. Et si au moment où tu cliques sur payer, tu n'arrives pas à aller au bout pour un problème technique, pour une raison X ou Y, tu perds tout l'investissement que tu as fait avant. Et c'est vraiment cette notion-là qu'on essaye de mettre dans la tête de nos COMEX aujourd'hui, de dire voilà, le paiement, c'est un sujet stratégique et c'est pas un sujet que technique, c'est un sujet business. Si on transforme 1% de nos clients en plus, je vous ai dit à peu près les volumes qu'on fait, on parle de tout de suite millions, dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros suivant les pourcentages de transformation qu'on va aller chercher. Donc être performant sur les paiements, ça devient un vrai sujet stratégique et c'est plus ou moins facile suivant là où on va. Quand on sort du cash, globalement, à part traiter des faux billets, le cash, on le prend, on l'encaisse. On a 100% de réussite. Vraiment, on exclut les faux billets, on a 100% de réussite. On sort de la carte bleue en ligne avec du 3DS.
que vous connaissez en tant que client, donc je sors mon application bancaire, je valide en mettant mon doigt, mon Face ID, etc. Et finalement, j'avais pas mon téléphone parce que j'ai pris la carte de mon mari, et finalement, c'est mon mari qui a le téléphone et moi j'ai la carte. Et en fait, j'avais pas le plafond parce que ma carte elle est limitée à 3 000 € et on est en juin, j'ai payé mes billets d'avion pour partir en vacances. On a complexifié les parcours de tous nos clients, pour plein de bonnes raisons, parce que le 3DS, je pense que c'est une très bonne chose, mais là, on n'est plus à 100% de réussite. Et donc, du coup, on perd du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ça devient stratégique pour l'entreprise pour faire du chiffre. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça le message principal, c'est le paiement et les KPI qui sont liés au paiement, ils doivent être orientés vers le métier, ils doivent être orientés vers le business. Et après, de ça, on découle plein d'autres métriques qui sont des métriques plus techniques, de dire c'est quoi mon taux de fraude, c'est quoi mon taux d'authentification. Donc, on parlait de 3DS, combien de clients arrivent à s'authentifier quand c'est une partie en ligne, c'est quoi mon taux de problèmes techniques, et on va avoir toute une tas de métriques, mais ces métriques sont orientées vers la métrique finale qui est une métrique business. Quand je discute avec mon COMEX, j'ai besoin de venir avec un seul chiffre, c'est est-ce qu'on est performant ? Et c'est la seule question qu'il me pose, c'est ok, dis-moi si moyen de paiement par moyen de paiement, on est performant. Est-ce que sur la carte Conforama, des clients qui ont acheté une carte, parce qu'on fait des cartes Conforama avec BNP, est-ce que cette carte elle fonctionne ? Est-ce que mon client il arrive à aller au bout avec son carte cadeau, avec ses titres de fidélité que je lui ai offert dans un cadre marketing ? Est-ce qu'il arrive ? Est-ce qu'il va acheter plus ? Ok, merci Lucas pour ces éléments très clairs de ce que c'est que quels sont les objectifs en fait d'une stratégie paiement côté business, côté retailer. Je me retourne vers toi, Mathieu. Comment s'interprètent finalement ces objectifs, pardon, je bégaye, ces objectifs stratégiques du business pour un prestataire de solution ? Ouais. Alors moi, ce que j'ai déjà envie de dire en intro, c'est que c'est assez impressionnant l'évolution du discours d'un retailer comme But Conforama, parce que je pense qu'on aurait eu la même discussion il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu du tout la même. Et donc du coup, on voit qu'il y a quand même une maturité qui est assez bluffante. Une montée en puissance qui est forte, et je pense aussi que la stratégie paiement a pris autant de place dans les organisations parce qu'il y a eu des ruptures assez fortes, des ruptures réglementaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, on a vécu 3 directives de services de paiement. On est en train de vivre la numéro 3 actuellement. Et pour prendre 2 exemples concrets, par exemple sur la DSP2, on a eu le changement de paradigme sur l'authentification, justement, qui était pleinement à la main des marchands avant la DSP2, et après la DSP2, il y a eu un changement au niveau du régulateur qui a dit maintenant les banques sont pleinement responsables des taux de fraude, et du coup le jugement final d'authentifier ou pas une transaction revient à la banque. Donc quelle est la position dans ce cas-là du retailer qui lui a envie de faire du business et lui a envie de développer sa top line tout en maîtrisant son taux de fraude. Voilà. Un deuxième exemple, Lucas citait la marketplace. La marketplace a été régulée. Et du coup, l'organisation des flux d'encaissement et de décaissement vers les sous-marchands a fait, pas du jour au lendemain, mais sur une période quand même assez courte, l'objet d'une révision par les régulateurs auxquels les marchands ont dû s'adapter. Première rupture, les ruptures réglementaires. Deuxième rupture, les ruptures technologiques. Enfin, on a une évolution de la technologie qui, évidemment, pointe le bout de son nez dans le paiement. Le sans contact, aujourd'hui, 6 transactions sur 10 en proximité, c'est du sans contact. Une transaction sur 8, c'est du paiement mobile, avec un essor incommensurable des XPay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. D'ailleurs, au niveau du groupe BPCE, on a été quand même, je pense, assez précurseur, parce qu'on était le premier à accepter Apple Pay. Et hier, on a fait le lancement de Swatch Pay. Voilà, qui a sélectionné le groupe BPCE pour faire le premier pilote de SwatchPay. Donc l'essor de la technologie dans les paiements, elle est réelle. Dernier exemple, Tap to Pay, où finalement aujourd'hui on va transformer un iPhone en un terminal de paiement. Toutes ces innovations-là, elles doivent être prises à un moment donné en compte par le marchand. Et du coup, je pense que ça renforce en fait le besoin d'avoir une stratégie très forte autour des paiements. 2 éléments complémentaires, l'évolution des habitudes de consommation. Tu l'as dit, Lucas, il y a 10 ans, on réfléchissait par canaux de vente. Le canal web, le canal mobile, le magasin. Aujourd'hui, l'interaction des clients dans leur parcours d'achat entre le web, le mobile et le magasin, ils sont
énorme, et notamment sur des achats à fort enjeu. Je pense le renseignement sur le web, puis l'achat en magasin, enfin voilà, ces parcours un peu croisés, nécessitent des marchands une attention très forte sur le côté omnicanal et sur le côté coordonné de ce qu'ils proposent, de l'expérience qu'ils proposent à leurs utilisateurs. Et enfin, le dernier point, tu l'as souligné également, c'est l'expansion internationale des marchands. Et là, il y a un côté à quand même noter, c'est qu'un marchand typiquement français qui, à un moment donné, a voulu structurer et renforcer sa stratégie à l'échelle européenne, et ben, en fait, il s'est retrouvé dans des marchés à l'extérieur de la France qui sont profondément différents d'un point de vue des paiements. Les moyens de paiement en France ne sont pas les moyens de paiement en Allemagne, qui ne sont pas les moyens de paiement en Hollande, qui ne sont pas les moyens de paiement en Belgique. Et donc, du coup, ça aussi, c'est des éléments supplémentaires à prendre en compte, à structurer, et qui s'intègrent pleinement, à mon avis, dans une stratégie paiement, et qui expliquent notamment que les organisations ont tant évolué sur ce secteur-là dans les 5 dernières années, parce que ça a vraiment pris un gros accélérateur, je dirais, dans les 5 dernières années. Ouais, merci Mathieu pour ce point de vue qui vient compléter celui de Lucas. Mais du coup, Lucas, ces objectifs nécessitent des moyens. Pour déployer ce qu'il faut, les solutions technologiques et maintenir en fait finalement sa stratégie de paiement. Comment vous faites d'ailleurs? Peut-être qu'il y a des moyens financiers, il y a des moyens technologiques. Tu parlais, Mathieu, de quelque chose de plus en plus complexe d'un point de vue technologique, et là je pense aussi à l'orchestration quelque part qui vient avec ces plateformes offrir des solutions peut-être beaucoup plus fluides pour un marchand, au lieu d'aller connecter chacun des PSP les uns avec les autres. On reviendra peut-être dessus, mais bref, comment, côté marchand, on alloue des moyens pour déployer tout ça? Comment on fait? Je pense que la première question à se poser, c'est quel type d'entreprise on est, qu'est-ce qu'on vend et quelle taille on fait. Investir dans les paiements, ça reste un investissement qui est lourd technologiquement, qui est stratégique certes, mais qui est lourd. Et donc du coup, si on fait partie du CAC 40, on va avoir sûrement les reins un peu plus solides et donc du coup plus de velléité à aller chercher les 2-3% de transformation supplémentaires. Aussi parce que ces 2-3% à l'échelle du chiffre d'affaires sont une manne qui est plus qu'intéressante et qui rentabilise en elle-même le projet. Quand on est une PME et qu'on fait moins de 60-70 millions de chiffre d'affaires, souvent la stratégie la plus logique, elle est quand même de venir s'appuyer sur un acteur dont c'est le métier et de pas forcément avoir un pilotage avec des équipes en interne. Et là-dedans, il y a plein de graduations, parce que là je donne 2 exemples, mais en fait, au niveau des entreprises, il y en a qui vont quasiment tout concevoir en interne. Mais concevoir en interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir 20-30 personnes en interne. Alors, métier. Chez vous, comment ça fonctionne en fait? Alors, chez nous, comment vous êtes organisé? Alors, je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Mathieu, c'est que je pense que ça a changé drastiquement sur les 5 dernières années, 2018-2019, l'arrivée de la DSP2, ça a vraiment été le choc où les grosses entreprises ont commencé à dire « Ok, on ne peut plus être dans le format dont je viens de parler, qui est le format plutôt PME maintenant, le format de on externalise tout. Il faut qu'on internalise. » Ces entreprises, elles ont toutes commencé par la même chose, par dire on va commencer par prendre une expertise interne et donc constituer une cellule d'experts paiement, donc généralement avec le recrutement d'un expert paiement ou d'un head of payment, qui est mon titre. Et aujourd'hui, je dirais que 100% des gens, enfin des entreprises du CAC 40, je reste français pour que ça soit simple, mais à l'international c'est le même sujet, ont au moins un responsable paiement dont le métier et l'expertise c'est de gérer des paiements, d'être monéticien. Dans ces équipes-là, après... Parce qu'avant ça, c'était côté trésorerie. Ouais, la plupart du temps, c'est le trésorier dans l'équipe finance qui pilote le paiement, mais qui n'a pas d'expertise monétique. C'est-à-dire qu'il va piloter surtout des prestataires, dont c'est le métier. On va revenir sur la gestion des prestataires. Donc toi, tu as cette responsabilité-là. J'ai cette responsabilité, et qui est une nouvelle responsabilité. C'est-à-dire que nous, chez Conforama But, moi, quand j'arrive, on est typiquement dans le use case. Tout est piloté au niveau de la trésorerie. Derrière, c'est délégué, c'est-à-dire qu'il y a des équipes techniques au niveau de l'IT qui vont piloter ce qu'on appelle l'exploitation, mais qui vont piloter les paiements en magasin et d'autres qui vont piloter les paiements en ligne. Mais qui sont des techniciens dont le travail, c'est de travailler sur les API des sujets techniques, mais qui n'ont
qui ne sont pas des experts monétiques, c'est pas leur métier. Donc moi j'arrive dans ce contexte-là, justement, et là pour le coup on était plutôt en retard sur le marché, on avait 2-3 ans de retard par rapport à d'autres groupes, pour avoir une entité en interne qui soit une entité paiement. Et après cette entité paiement, là où on a des vraies différences entre les entreprises, c'est certaines entreprises vont muscler les paiements en ayant des équipes complètement dédiées. Je peux prendre des exemples du marché, une entreprise comme Back Market par exemple, ils vont avoir des équipes IT qui sont complètement dédiées au paiement, il va y avoir une dizaine de personnes qui vont être rattachées au patron des paiements et qui vont travailler que sur ces sujets-là. Donc on va parler d'une boîte où il va y avoir entre 10 et 15 personnes. Putain, chez toi, il n'y a personne qui travaille sur le paiement à l'IT ? Chez nous, comment ça se passe ? Donc il n'y a que moi qui suis tagué responsable paiement. Donc moi je suis côté finance, côté métier. Et derrière, on va avoir des experts qui vont être sur les sujets paiement, des experts techniques côté web et d'autres experts techniques côté exploitation magasin, sur qui moi je vais beaucoup m'appuyer. Qui sont dans la cellule IT, la DSI. Qui sont rattachés DSI. Et c'est une des particularités du paiement, comme je l'ai dit au tout début, on est excessivement transverse. Et donc du coup, moi je vais être très matriciel. C'est-à-dire que je suis côté finance, je vais faire travailler des gens de l'IT qui sont des gens qui vont travailler pour moi sur les sujets paiement, mais je vais aussi travailler énormément avec l'audit interne, parce que quand on a des sujets de fraude, il faut qu'on puisse bosser. Donc on va faire travailler tous les corps de l'entreprise autour de ces sujets-là. Est-ce que la question qui me vient, c'est facile finalement de revendiquer ta légitimité sur ces sujets-là quand tu arrives auprès de toutes ces populations différentes, sachant que ton donneur d'ordre, arrête-moi si je me trompe, c'est plutôt le DAF. C'est une très bonne question, et c'est une question que se pose tout le monde. Moi, d'ailleurs, quand je suis arrivé chez Confo, on ne savait pas, est-ce que je suis rattaché au DSI ? Est-ce que je suis rattaché au DAF ? Est-ce que je suis rattaché à la direction marketing ? Et ces choix-là se posent dans toutes les entreprises et peuvent être très différentes. La direction paiement de Carrefour, elle est rattachée au produit, donc elle est plutôt côté market. Notre direction paiement, elle est plutôt côté finance. Je connais d'autres entreprises où c'est côté IT. Donc toi, tu es côté finance. Côté finance. Et pourquoi côté finance ? C'est exactement pour ce que tu viens de dire. On s'est posé la question. C'est-à-dire que quand j'ai été recruté avec le COMEX, on s'est dit, quel est stratégiquement le truc le plus intéressant ? Et pour avoir les mains libres et pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir influencer sur la stratégie de l'entreprise, on s'est dit collectivement, et je pense que c'est toujours une bonne décision, que être côté finance, ça permet d'avoir les mains libres. Pourquoi ? Parce que déjà, on est à la fin de la chaîne. Le paiement, il finit quand l'argent il arrive sur le compte en banque de l'entreprise. Donc ça permet d'être stratégiquement placé dans une position de force où on dit, nous, on voit le sujet final. Ça nous permet de ne pas être côté IT, parce que côté IT, on est pris dans les projets, on est pris dans le run systématiquement et on a du mal à sortir la tête de l'eau en se disant c'est quoi la vision à 3-5 ans et c'est quoi l'intérêt de l'entreprise d'un point de vue métier. Donc ça permet de ne pas être complètement embarqué là-dedans. Et pareil côté produit, où là on est sur des enjeux purement commerciaux et où on a du mal à avoir une architecture technique en tête. Le côté finance, moi en entreprise, alors c'est une opinion personnelle qu'on part chez Confo, mais c'est pas forcément la validité de toutes les entreprises, mais moi ma vision elle est que rester côté finance, ça permet d'avoir les mains libres au sein de l'entreprise stratégiquement pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir les pousser, pour pouvoir avoir un poids au sein de l'entreprise et pour pouvoir de temps en temps prendre des décisions qui vont à l'encontre du métier parce qu'on leur dit là il y a un sujet fraude, donc on va couper du business. Et ça, c'est des décisions qui sont dures à prendre, surtout si on est côté commercial, on va jamais la prendre. Et côté IT, à l'inverse, dire là, on va faire un choix technique fort, donc on va investir de l'argent, on va mobiliser des ressources. Et côté DSI, souvent, c'est des sujets qu'on n'a pas envie de mettre, qu'on ne voit pas, et qu'on va vouloir mettre en dessous d'un sujet logistique ou autre. Donc, il n'y a pas de problème, quelque part, avec cette position-là, pour défendre, finalement, les choix qui sont faits. Mais c'est beaucoup de politique. Pour le paiement. Très bien. Côté solution, Mathieu. Je reprendrai le propos de Lucas, c'est que franchement, il n'y a pas une organisation type pour piloter les paiements, et je vais être un peu straight to the point. Entre le boulanger du coin de la rue, il fait du paiement, il a un terminal de paiement, il a une relation avec une banque, etc. Entre lui et Amazon, il y a un monde, et je prends volontairement l'exemple pour bien le rendre concret. Je pense, et on pense chez Payplug,
il faut vraiment choisir ses combats. Et nous, c'est le choix qu'on a fait d'un point de vue solution. C'est, le paiement est quand même très protéiforme. Il faut être capable de se déployer ultra largement si on veut être partout. Et nous, on pense que c'est pas la bonne façon de se positionner d'un point de vue solution. Donc, on aime avoir cette authenticité-là, de dire là où on y est aujourd'hui et pour longtemps, parce que stratégiquement, c'est là où on va investir et on va mettre les moyens. Et donc aujourd'hui, on a deux vraiment cibles qui sont cruciales pour PayPlug. La première, c'est le commerce qu'on appelle omnicanal du mid-size retail. Et Lucas a pris l'exemple, c'est ces boîtes qui vont faire quelques dizaines de millions d'euros de volume d'affaires et qui ont une vision vraiment omnicanal, web, mobile, magasin. Ce type d'organisation-là, ils n'ont pas de compétences strictement paiement internalisées à l'intérieur de la boîte. Et ce qu'ils vont rechercher, c'est un partenaire qui va être capable de les accompagner, de faciliter le chemin d'intégration et de rendre finalement ce que eux recherchent avant tout, c'est un parcours client qui puisse être fluide et qui puisse coordonner avec l'ensemble de leur écosystème. Voilà. De manière complémentaire, et je l'ai un peu dit dans mon introduction parce que c'est ma lettre de mission plus personnellement, les très grands marchands qui, eux, pour le coup, ont une structure autour des paiements avec des experts paiements, avec des organisations, on a parlé de quelques dizaines, mais moi, aujourd'hui, j'ai des partenaires où ils sont quelques milliers sur les paiements. Quelques milliers de personnes. Donc là, on parle vraiment à un niveau d'expertise qui est ultra pointu, et la force qu'on a, et par rapport aussi le positionnement qu'on a sur le marché et le côté régional qu'on revendique, c'est d'être capable vraiment de démontrer à des marchands dans le détail avec la data et leur donner la compréhension de ce que parfois ils ont du mal à comprendre. Parce que la chaîne des paiements est une chaîne extrêmement complexe, et parfois quand je vais avoir des declines de transactions, et ben en fait, mon marchand, il cherche à comprendre la raison et il a vraiment des difficultés à la trouver. C'est en cela qu'on apporte un accompagnement qui est vraiment différenciant, je dirais, par rapport au marché. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on opère et c'est comme ça qu'on veut se positionner chez PayPlug, voilà, en parfaite transparence. Et en tout cas, les marchands qui viennent et qui signent avec nous sur ces deux cibles-là, ils peuvent être convaincus que voilà, dans le temps, ils seront toujours servis au meilleur niveau. Merci Mathieu. Pour revenir, Lucas, sur But Conforama, quand on a ces moyens là, qui sont mis en place, ces objectifs qui sont définis, comment on priorise, comment on ordonnance les projets et les investissements qui sont forcément intimement liés l'un à l'autre. Comment tu fais en fait, parce qu'ils sont, et Mathieu le disait, protéiformes, il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects business. Comment on fait pour les prioriser, ces projets et ces investissements ? C'est compliqué. On va commencer par dire ça. Le vrai, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a une première strate, et on va prendre un exemple, et je pense qu'on pourra aussi élaborer là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est l'orchestration, et qui est pour moi déjà d'avoir une vision stratégique de l'architecture qu'on veut mettre en place. Comment on veut gérer les paiements, comment on veut les piloter au sein de l'entreprise, est-ce qu'on veut faire de l'omnicanalité ou pas, donc est-ce qu'on veut pouvoir payer en digital en magasin ou pas, qu'est-ce que ça veut dire pour notre business ? Notre business de demain, est-ce que c'est un business qui va être que en ligne ou est-ce que c'est un business qui va être toujours très fort en magasin ? Est-ce que c'est un business qui va être très porté sur l'international ou qui va être très localisé ? Il faut se poser toutes ces questions-là pour avoir une vraie vision. Et ça, c'est une vision qui se travaille à 3, 4, 5 ans. Parce que changer, par exemple... Donc, tu as une roadmap on a une roadmap sur laquelle on réfléchit sur 3 ans en se disant, voilà, est-ce que nos TPE demain, ils vont être transformés par des smartphones. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est des smartphones, est-ce que ça veut dire que mes clients ils passent encore en caisse ? Mais attendez, s'ils passent plus en caisse, ça veut dire que moi, mon chemin où je vendais plein de produits sur ma ligne de caisse parce que j'ai un parcours magasin qui a été pensé, est-ce que je le remets en cause ? Donc en fait, c'est pas juste les paiements, c'est-à-dire que si je dois passer à ces paiements, il faut que je travaille avec l'ensemble de l'entreprise et qu'avec l'entreprise, on ait une vision commune. Comment c'est organisé, ces projets, ces réflexions-là ? Il y a des comités de pilotage ? Il y a un sponsor ? Comment on fait ? Il y a des sponsors et justement, on doit discuter avec l'ensemble en fait, des membres du COMEX qui chacun vont porter une vision. Le DSI porte une vision à 3, 4, 5 ans en disant moi, l'architecture technique de mon entreprise, ça sera ça. Nos DG, les DG de But et de Confo, ils portent une vision business en disant moi, la structuration de mes magasins, les
produit que je veux vendre? Est-ce que mon panier moyen, je veux qu'il augmente? Tout ça, c'est des trucs qui sont impactants pour nous. Et donc, avec toutes ces visions-là, qui sont des visions très high level, nous, on va construire une vision qui est une vision paiement, qui répond à ces objectifs d'un point de vue macro. Finalement, vous allez chercher l'ensemble des visions portées par les membres du COMEX et tu vas venir les agréger pour essayer de trouver une forme de consensus que chacun va pouvoir valider en COMEX, qui va définir ta roadmap. Oui, c'est un peu ça. Et c'est dire, les paiements sont au service du business. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour pouvoir répondre à la stratégie d'entreprise qui est de, je dis n'importe quoi, parce que pour le coup, c'est pas notre cas, mais de virer tous les TPE en magasin et de revoir tout le parcours du magasin, nous, on va dire, OK, d'un point de vue paiement, comment on va vous accompagner pour pouvoir réaliser cette stratégie-là? Donc ça, on va dire, c'est la vision qui est très, très, très macro et qui va entraîner des décisions. Donc par exemple, une des décisions que moi j'ai portées en interne, et on va prendre cet exemple plus précis pour que ça soit peut-être plus parlant, c'est de dire, on veut faire de l'orchestration des paiements en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que stratégiquement, au sein de l'entreprise, on veut avoir le choix de pouvoir travailler avec un partenaire spécialiste sur un moyen de paiement, un autre partenaire, les mettre les uns et les autres, changer d'avis dans 2 ans parce que le marché il bouge. Et ça, cette réflexion-là... Je peux juste faire une parenthèse sur l'orchestration pour être bien sûr que tout le monde comprend. Une plateforme d'orchestration, c'est celle qui va faire les plugins avec l'ensemble des PSP, des moyens de paiement, pour que le retailer, lui, n'ait à plugger qu'une seule API entre son système et la plateforme d'orchestration, qui après va arbitrer les flux monétiques en fonction de différents paramètres que le retailer aura définis, de performance, de coût, de monnaie. C'est ça, je dis pas trop de bêtises? Exactement ça. Moi, je prends souvent l'exemple, quand j'en discute en interne, de dire c'est une multiprise. J'ai une prise que je vais brancher sur le secteur, qui est celle que je vais brancher en fait sur mon site internet ou sur mes systèmes d'information. Et derrière, j'ai plein de prises qui vont correspondre à tous mes systèmes de paiement. Donc l'idée, elle est... Quand on met en place un orchestrateur, on se remet une couche. Donc là, l'orchestrateur, il est vraiment dans une problématique purement finance, purement... C'est très technique. Très technique. Ce que je veux dire par là, qui d'autre que le responsable du paiement est en capacité d'apporter ce sujet sur la table? Est-ce que les autres... Non, c'est des sujets... Alors déjà, l'orchestration est un sujet récent. C'est un sujet qui a 3-4 ans de maturité. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément connu du grand public. Et c'est un sujet qui est... éminemment dans ce que j'ai dit juste avant, monétique. C'est-à-dire que si on n'est pas monéticien ou si on baigne pas dans ce milieu-là, c'est compliqué de pouvoir avoir l'abstraction et de se dire, OK, ce sujet technique, il va me permettre de répondre à mes objectifs. Quand j'en parle à mon DSI, quand je lui ai expliqué, que je lui ai montré le schéma, je lui ai dit, on va faire ce truc-là, et ça va nous permettre de nous garder, de nous faciliter les intégrations techniques, mais de nous garder le choix stratégique de nos partenaires et de pouvoir changer au fil de l'eau et au fil de l'avancée de l'entreprise. Il a dit évidemment qu'on va faire ça. Mais par contre, avoir quelqu'un qui puisse dire on va mettre un orchestrateur, il faut quelqu'un qui connaisse le métier. Et c'est pour ça que je disais, l'idée pour nous, c'est d'être le support des fonctions. C'est ça, comment tu fais les arbitrages en interne? Parce que ça nécessite des investissements ou des prises de décision. Comment tu les portes? C'est devant le COMEX? Alors, comment c'est fait? Alors, plusieurs points. Déjà, je vais effectivement défendre une vision stratégique auprès du COMEX et donc, du coup, venir en comité et leur dire, voilà, c'est ça ma vision et ma vision, elle répond à ces objectifs que vous m'avez donnés. Est-ce qu'on est d'accord que c'est bien ça les objectifs? Et après, on va travailler ensemble. Deuxième point, et c'est ce que je disais souvent en interne, la première année que j'ai passée en interne de Conforama et de But, j'ai passé presque plus de temps à faire de l'évangélisation interne et de la formation du COMEX sur ces sujets-là que à déployer techniquement des points. Et typiquement sur l'orchestration, comment on fait de l'évangélisation en interne? Moi, j'ai mené un RFI et un RFP, un appel d'offres, sur lequel j'ai fait intervenir l'ensemble des métiers. Du coup, pour embarquer les gens, je leur ai dit, OK, on va faire un appel d'offres, mais les entreprises avec qui on va travailler, on va les faire venir, vous allez tous les noter, parce que les paiements, c'est un sujet marketing. Je veux que les équipes marketing viennent, comprennent c'est quoi le sujet et prennent position. Je veux que les équipes IT viennent, comprennent le sujet et prennent position, finance, etc. Très clair. Et donc, on a passé beaucoup de temps, et on a passé 6 mois, enfin, en vrai, on a passé presque 1 an à
monter en puissance collectivement sur le sujet. Ouais, moi, j'avais une vision. Il y avait quelque chose de nouveau à implémenter, une culture nouvelle du paiement dans l'entreprise. Et un truc où les équipes doivent s'approprier le sujet et se dire « Ok, en fait, le paiement, c'est intéressant. Et surtout, le paiement, ça me concerne. » Ça me concerne. Côté solution, alors comment on fait pour prioriser ces investissements, parce que vous aussi, finalement, vous en avez des investissements à faire. Exactement. Pour reprendre un peu le point précédent, c'est qu'on est toujours dans le focus et dans l'idée de servir les clients qu'on veut adresser. Et donc, du coup, on a 2 piliers, je leur dis, chez PayPlug, qui sont la simplicité et la performance. Et la simplicité, Lucas en a parlé au niveau de l'orchestration, typiquement, notamment pour adresser les grands marchands, puisque l'orchestration, il faut quand même le dire, ça s'adresse à des clientèles de marchands qui font, allez, je pense qu'on peut dire le chiffre, un peu plus de 100 millions d'euros. C'est à peu près le volume d'affaires qui fait sens. En dessous, ça n'a pas de sens. En dessous, ça n'a pas de sens. On vient plus sur ce que je disais, la solution un peu tout intégrée, etc., puisqu'on n'a pas forcément d'expertise paiement à proprement dire, ou en tout cas, elle est marginale. Et donc, nous, le sujet de l'orchestration, pour notamment adresser des très grands marchands et déployer finalement l'USP performance, évidemment que l'orchestration faisait sens, et c'est un virage qu'on a pris, je dirais, il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a une toute petite dizaine de partenaires orchestrateurs au niveau mondial qui comptent. Et tout notre enjeu, en fait, ça a été le plus rapidement possible, et on a encore des interconnexions en cours, de se connecter à ces gens-là et de dire, en fait, on croit dans ce que vous faites et vous rendez un service au marché et aux marchands, et on va travailler main dans la main. Et du coup, une fois qu'on a dit ça... Oui, c'est parce que aussi vous êtes certain de votre performance. Exactement. Parce que quand tu ne l'es pas, tu n'as pas envie d'aller travailler avec un orchestrateur. Et du coup, c'est là où on joue le jeu jusqu'au bout et on l'assume, ce qui n'est pas forcément, je pense, le cas de l'ensemble du marché, c'est de dire, si on investit et qu'on se donne les moyens de la performance là où on estime être bon, être les meilleurs, en fait, on va gagner le combat. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on arrive aussi à prouver. On a publié notamment des use cases récemment. Je cite celui-là parce qu'il me vient en tête, mais le use case d'Allopneu, qui est quand même assez... je dirais convaincant, puisque Allopneu, c'est un secteur du pneu en ligne qui est un secteur où la fraude est quand même importante. Okay, ce marchand-là, aujourd'hui, son taux de fraude, c'est 0,01%. Okay. Et aujourd'hui, on a plus de 90% des transactions qui passent sans friction, sans authentification forte, pour un taux d'acceptation d'environ 97%. Donc, y compris sur des marchands... C'est beaucoup, ça, 97%. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Y compris sur des marchands, je dirais, compliqués d'un point de vue de la maîtrise de la fraude, puisque la maîtrise de la fraude est la clé, en fait, de la performance. Sans aujourd'hui un taux de fraude bas, on ne peut pas avoir une performance haute, puisque du coup, les banques ayant le dernier mot dans l'acceptation d'une transaction, si un marché n'est pas véloce sur son taux de fraude, à un moment donné, il aura des problèmes de conversion. Voilà. Et donc, du coup, on travaille là-dessus, et nos investissements, ils sont centrés sur ces 2 piliers. La simplicité, comment je facilite la vie du marchand. Sur l'omnicanal, on voit bien qu'il y a un écosystème autour de l'omnicanal. Nous, on a une pièce dans le puzzle d'un point de vue paiement, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'interconnecte à tout l'écosystème des clients sur l'omnicanal. C'est quoi l'écosystème ? C'est le plugin, le CMS, le logiciel de caisse, le RP, pour que quand mon marchand arrive et qu'il se dit quel partenaire je vais choisir, je vais choisir le partenaire qui me facilite la vie. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, les investissements, c'est toujours la même chose, et on arbitre par rapport à ces 2 piliers-là qui, en tout cas, nous semblent être à la fois une clé simple et efficace, je dirais, dans la manière dont on pilote la boîte. Dernière question, sur le sujet des projets et des investissements, justement, dans quelle mesure vous êtes accompagné par BPCE dans ces sujets-là ? Alors, c'est une très bonne question, parce que là, tu poses même la question de la position d'une fintech dans un groupe comme BPCE, et il y a d'autres exemples dans d'autres groupes. L'accompagnement avec BPCE, je dirais que
il y a à la fois une autonomie et une relation de proximité. Une autonomie dans l'organisation de l'entreprise. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui chez Payplug, vous voyez qu'il y a quand même une âme Payplug, il y a des locaux qui sont vraiment à notre image, des équipes qui sont organisées autour d'une entreprise qui est Payplug. Donc en cela, on a une autonomie et un pilotage au quotidien. Les bureaux sont complètement transparents, si c'est pour dire que c'était ça, à votre image, Mathieu. On peut constater que la lumière rentre partout et qu'il qu'on est sur des plateaux ouverts et que voilà, on est vraiment dans une entreprise de technologie. Et là, je pense qu'on se trahit pas, on est vraiment ce qu'on doit être. Et dans le même temps, on a une collaboration et une coopération avec BPCE qui est extrêmement forte. On a des reviews avec le groupe tous les mois, on a des échanges au quotidien avec les compétences qui sont chez BPCE. Il faut voir que BPCE nous apporte énormément puisqu'il pilote un parc de 23 millions de cartes. Donc quand on revient sur les sujets de fraude et quand à un moment donné, nous, dans notre position, on essaie aussi de comprendre ce qui se passe dans le fait que parfois des paiements passent, ne passent pas, etc. En fait, on a des comités de pilotage avec des équipes chez BPCE dans une organisation où finalement on a brisé parfois un peu les plafonds de verre ou les murailles de Chine, puisque du coup, nous, on est quand même un acquéreur. Et eux sont un émetteur. Souvent, il y a souvent une petite barrière entre les deux. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à dépasser et à travailler en bonne intelligence, puisqu'au final, on poursuit quand même des intérêts communs. Nous, notre intérêt, c'est de faire performer le marchand. On travaille au service d'un marchand. Un émetteur, il travaille au service de la protection d'une plateforme d'émission cartes et de protection finalement de ses porteurs de cartes. Mais au final, si nous, de notre point de vue, on fait bien notre job et qu'on arrive à proposer typiquement des parcours exemptés d'authentification qui facilitent la vie des clients de la banque et qu'on n'a pas de fraude, et bien au final, tout le monde est gagnant. Pour revenir sur le sujet de l'authentification, il faut voir que plus les générations sont jeunes, notamment la génération Z, à quasiment 50%, ils disent que l'authentification forte est un vrai pain point dans leur parcours d'achat. Beaucoup plus que l'ensemble du reste de la population, où là c'est à peu près 20%. Et ça s'explique comment ? Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés réellement à la fraude du fait de leur jeunesse ? Non, parce qu'ils considèrent que c'est une étape qui est relativement inutile. Pour eux. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la fraude ? Parce que dans les habitudes d'achat aussi, ils ont l'habitude que les choses aillent vite, je pense, et que du coup cette notion de vitesse, elle est certainement aussi plus prégnante dans cette génération-là que peut-être dans le reste de la population. Et vraiment l'authentification, au-delà des sujets de business, puisque du coup plus on met d'authentification et moins la performance va être forte, il faut quand même se donner le chiffre, hein. L'étape d'authentification forte, c'est 7 points de moins de conversion. 7 points de moins de conversion. Donc à un moment donné, si à 90% j'ai un trafic exempté d'authentification qui ne pose pas de problème de fraude et qui bénéficie aux marchands et qui bénéficie finalement aux banques qui proposent un parcours d'achat fluide à leurs clients, en fait on a gagné. Et c'est là la clé, et c'est là où on déploie beaucoup d'énergie et de technologie, c'est de se dire comment en fait on arrive à authentifier finalement peu en retenant l'essentiel de la fraude. Et ce sujet-là, il est facile à exprimer là devant le micro, mais la réponse, elle est souvent extrêmement complexe. Bien, alors j'imagine volontiers, et là je vais te laisser la parole, Lucas, mais tu viens de l'exprimer de façon très claire. Alors oui, Lucas, tu veux... Ouais, je voulais réagir parce que ça me faisait penser, et ça répond aussi à ta question initiale de comment on choisit les sujets. Je pense, et c'est ça qui est sympa aussi dans le paiement, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle ou de solution toute faite pour 100% des marchands. Là, on parle d'authentification. L'authentification et donc l'absence d'authentification, si on veut aller vite, c'est sur des paniers de moins de 250 € globalement, parce que moins de 500, c'est rare. Donc, c'est plutôt moins de 250 €. Et donc, ça fait énormément sens sur des petits paniers. Je vends des carottes. Mon panier moyen, il est à 30 €. Il faut être très performant sur l'authentification parce qu'on a effectivement 7 points à les récupérer. Je vends des voitures. Mon panier moyen, il est à 25 000 €. Ma problématique, elle est très différente. Et c'est ça qui est vachement important. Et je pense aussi que c'est sûrement un des critères principaux dans le choix des stratégies de paiement, c'est quel est mon métier, qu'est-ce que je vends. On revient à des trucs très basiques, hein, mais si mon objectif, c'est de vendre plus de canapés à 1 000 €,
ma priorité de paiement, elle est plutôt de faire plus de crédit. Non, mais tu introduis très bien le sujet, la question que je voulais te poser. C'est sur les points d'optimisation, finalement, dans la chaîne de paiement. Adapter son offre de paiement. Là, tu es en train de citer le montant des paniers. Finalement, pour vous, le BNPL, tu l'as cité tout à l'heure, est une option qui se discute même plus. Ah non, c'est 20 à 25% de notre chiffre d'affaires, et depuis des années, parce qu'on travaille avec CTLM depuis avant que je sois né. Donc il y a bien, ça doit faire bien 35-40 ans qu'on fait du crédit avec eux, et encore une fois, mais 20 à 25%. Le crédit, le énorme. BNPL est encore finalement une avancée dans le crédit, puisque même si c'est du crédit, c'est pas tout à fait la même chose, puisque tu peux le débloquer avec ta carte sur un paiement en 3 fois. Contrairement au crédit habituel, historique, en magasin, où il faut apporter ses fiches de paye, remplir tout un dossier, là, le BNPL, il y a un côté beaucoup plus rapide, immédiat, de facilité, de paiement. C'est quoi les autres points d'optimisation ? Où est-ce que vous allez aller chercher, gratter des trucs ? On a compris avec Mathieu que, typiquement, là... Ils vont aller sur la fraude, parce que la fraude, en fait, c'est quand même la clé, la lutte contre la fraude sur la performance. Chez vous, comment l'optimisation se dessine ? Alors, la fraude, c'est un moyen pour aller faire du business, qui est un truc très dur à faire comprendre en interne, parce que quand on commence par lutter contre la fraude, on perd du business. On bloque des clients, on met un videur devant l'entrée du magasin. Donc c'est contre-intuitif de dire on va bloquer des gens, perdre du business pour en gagner. Ce que je dis tout le temps en interne, c'est pour pouvoir prendre des risques, il faut pouvoir maîtriser sa fraude. Donc c'est ça la mentalité, c'est pas forcément évident à intellectualiser, mais c'est de dire on va commencer par nettoyer nos flux. Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, le premier truc que j'ai fait en arrivant, c'était commencer par nettoyer nos flux. Comment on fait ? Ça veut dire quoi, nettoyer ces flux ? Comment ça veut dire ? Alors, si je prends la partie en ligne, parce qu'on va se focaliser là-dessus, parce qu'en magasin, il y a encore plein de sujets. Nous, on a investi dans un outil qu'on appelle un serveur de fraude qui fait... Alors là, on est dans 2024, donc on utilise de l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de parcours et de comportement de nos clients, de façon à pouvoir identifier des schémas de risque et après pouvoir faire... Donc le flux, c'est le parcours client sur notre site. Le parcours client, le client, on le connaît pas, il fait un achat d'un produit qui est risqué, pas risqué, il a un comportement, c'est un robot, il clique en une demi-seconde sur l'ensemble des pages et il arrive sur le truc de paiement. On va analyser énormément de data, on va travailler avec beaucoup de partenaires, notre outil va travailler avec la Banque de France, est-ce que la personne elle a le droit de payer, est-ce qu'elle est blacklistée au niveau de la Banque de France ou pas, avec les établissements bancaires qui vont nous donner des informations, et à l'issue de tout ce chemin-là, on va prendre des décisions de dire, voilà, déjà, est-ce que ce client, on lui permet d'aller au bout ou on le bloque parce qu'on estime qu'il y a trop de risques et qu'il y a un schéma de fraude qui est identifié, voire, on va pouvoir aller plus loin, est-ce qu'on va lui offrir plus ou moins de moyens de paiement, parce que typiquement offrir du crédit, c'est prendre du risque pour la banque et pour nous, et donc dans certains schémas, on va se dire, dans ce schéma-là, on ne veut pas prendre de risque, donc on va lui dire, vous ne pouvez payer que par carte, et vous êtes obligé de vous identifier auprès de votre banque. Et donc tout ça, c'est des schémas qu'il faut piloter et qui nous permettent après à terme. Donc au début, c'est un peu frustrant pour le business parce qu'on va lui dire, on ferme les portes. Ouais. Mais par contre, une fois que ces portes ont été fermées et qu'on a des schémas intelligents, et du coup, parce que les fraudeurs, c'est pas non plus 20% du volume, mais sur nos 97-18% de nos clients qui sont des clients fiables et avec qui on a envie de travailler et sur lesquels on veut leur faciliter la vie, on peut leur dire, ok, monsieur le client, maintenant que j'ai fait toutes mes analyses, je vous fais plus confiance qu'avant. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous identifier auprès de votre banque. Et donc du coup, je vous permets de faire un crédit sur 10 mois et pas 4, parce que je pense que vous êtes un client, je vous connais bien, je vous fais confiance, et je vais vous proposer peut-être des produits plus risqués que je n'aurais pas proposé à d'autres clients. Vous voulez acheter un iPhone ? Ok, pas de problème. Vous voulez me payer à la fin du mois ? Je vous fais confiance. Pour pouvoir avoir ce niveau de service-là, il faut qu'avant, on soit dans une zone de confort et de confiance. Il faut créer cette zone de confiance. C'est lié donc avec aussi le KYC de l'entreprise ou pas du tout ? Alors le KYC, c'est encore un sujet différent. Vous les allez pas les lier, c'est-à-dire le parcours client, elle va pas... On n'a pas un KYC sur nos clients, on a un KYC sur nos marchands.
on fait de la marketplace, donc on va travailler avec nos marchands pour être aussi en confiance avec nos marchands et se dire, bah voilà, ce marchand, je lui fais confiance. Et dans ce cas, comment on fait confiance à un marchand? On le fait en utilisant un outil qui s'appelle le KYC, Know Your Customer, ou KYB, Know Your Business, suivant la structure avec qui on va travailler. Mais c'est pas des sujets, on fait pas du KYC client. En tout cas, nous, c'est pas le cas. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, Non, mais Lucas me tend une perche, dans le sens où, effectivement, pour revenir sur la lutte contre la fraude, nous, on est un opérateur paiement qui avons une profondeur de positionnement dans la chaîne des paiements, etc. Et à ce titre-là, on a une capacité, une vision de tacler la fraude vraiment d'un point de vue paiement qui est extrêmement profonde. Maintenant, l'autre élément aussi pour faciliter la simplicité d'interconnexion et l'augmentation de la performance, c'est d'être parfaitement connecté avec les solutions qu'évoque Lucas, qui sont des solutions de lutte contre la fraude, mais qui vont aussi travailler la vélocité du parcours client et de voir en fait comment en fait on s'interconnecte avec ces gens-là pour délivrer encore une performance qui est supérieure. Et ces gens-là s'enrichissent de ce qu'on est, de ce qu'on fait et des agréments qu'on a et de l'accès à la data qu'on a. Et inversement, on va aussi s'enrichir de ce que eux peuvent nous donner dans un effet d'échange et de connexion. Et ça demande aussi qu'entre partenaires, en fait, on sache se parler et on sache en fait comment s'interconnecter. Et c'est aussi un des sujets sur lesquels on est pas mal en pointe d'un point de vue partenariat, parce que entre l'orchestration et ce type de sujet-là, c'est vraiment deux sujets clés pour délivrer une excellence opérationnelle finalement à cette typologie de marchand. Et tu vois, tout ce qu'on dit, un des trucs qui transpire, mais sur lequel on n'a peut-être pas posé les mots, c'est il y a plein d'acteurs dans le paiement. Quand tu mets ta carte dans le TPE, tu as la caisse qui est gérée par le commerçant, il y a le TPE qui est produit par un opérateur, il y a d'ailleurs après ce qu'on appelle nous l'acceptation, mais donc qui est le processing, comment l'information de ce paiement qui a été contenue dans la carte et dans le TPE va aller jusqu'à la banque. Après la banque, il y a la banque du marchand et la banque du client qui vont discuter ensemble. Donc il y a beaucoup d'acteurs. Génial, tu fais la passerelle parfaite vers la dernière question, qui est justement comment fait-on pour gérer ce parc de prestataires? Est-ce que ça revient dans les mains du responsable des paiements? Comment on fait? Alors complètement, et c'est pour ça en fait, l'enjeu quand on a tous ces partenaires-là, c'est de savoir... je te laisse répondre. Vas-y. Je complète. Parce qu'il est parfaitement impossible de travailler sans prestataire. Non, impossible. Et pour des très bonnes raisons, des raisons aussi réglementaires. Moi, Conforama, moi, But, je ne suis pas une banque. Je n'ai pas le droit de financer ou de prendre l'argent, par exemple, de mes partenaires de marketplace. Cet argent ne m'appartient pas. Donc, on doit travailler, et c'est très sain, avec des gens dont c'est le métier, de dire, voilà, une banque, c'est une banque. Moi, je suis un retailer, je vends des meubles. Mon taf, c'est de vendre des meubles. Chacun son travail. Historiquement, effectivement, on avait généralement, on va dire, un acteur avec qui on allait s'interfacer qui allait faire toute cette chaîne et dont le métier c'était de connecter toutes les briques. Aujourd'hui, quand on est des grosses entreprises comme nous, on est obligé de travailler avec plusieurs acteurs. D'autant plus quand on est international, Mathieu l'a très bien dit tout à l'heure, à partir du moment où on a des magasins en Belgique, en Belgique, le moyen de paiement le plus utilisé à 80%, c'est Bancontact. Vous connaissez pas, pourtant c'est nos voisins belges, 50% de la population parle français, mais c'est pas un moyen qu'on connaît. En France, CB, c'est franco-français. Vous allez en Allemagne, il faut faire du virement. 70% des paiements, c'est du virement. Vous allez en Espagne, c'est Bizum qui prend 70 à 80% du flux. Donc on doit connaître de la localité, et donc chaque localité, potentiellement, on va travailler avec des acteurs différents. Payplug, en France, ils sont ultra performants. Par contre, on va les faire travailler au Japon, c'est pas leur cœur de métier. Je confirme. Et donc du coup... ça tombe bien, vous y êtes pas. Et donc du coup, il faut aller chercher un acteur local. Donc, tout ce puzzle de dire localement qui sont les meilleurs, et après on descend carrément aux moyens de paiement. Payplug, c'est peut-être les meilleurs sur la carte, mais si je veux faire, on disait du BNPL, du crédit, peut-être qu'il faut que j'aille trouver un autre acteur dont le métier c'est de faire du crédit. Et cet acteur qui fait du crédit, il est pas bon pour faire de la carte cadeau, il faut que j'aille chercher un autre acteur. Donc il faut travailler, il faut construire ce puzzle, il faut se donner les moyens de se construire ce puzzle, il faut le piloter. Donc ça veut dire que tu as mappé tout ça, on est obligé de mapper, on est obligé de dire qui sont les partenaires avec qui on veut travailler, et quelle infrastructure technique dont on se dote pour pouvoir travailler
avec les best in class, avec les meilleurs sur chacun de leurs sujets. Encore une fois, c'est des questionnements qui sont relativement récents. Historiquement, les retailers, ils se prenaient pas la tête et ils disaient moi je prends un partenaire qui fait tout et basta. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est obligé de se dire moi je veux avoir là j'ai 20% de mon flux qui va ici, il faut que j'ai un partenaire spécifique, j'en ai 30 qui vont de l'autre côté, j'ai un autre partenaire. Le truc est tellement morcelé et tellement complexe qu'on est obligé d'aller chercher les bons partenaires. Et sur les sujets dont on vient de dire, l'autre niveau de complexité, il est que effectivement, souvent, on est obligé de travailler avec une banque, l'acquéreur, celui qui touche les sous, qui a un rôle à jouer dans la performance. Et ça, c'est très franco-français. Souvent, on sépare la banque du processeur. Donc, on va avoir des équipes techniques qui vont venir faire le lien entre la banque et le marchand, qui, elles aussi, ont un rôle à jouer. Et nous, marchands, on a aussi un rôle à jouer, parce qu'on a des données, on a des intégrations à faire. Je dis que c'est très franco-français, parce que dans beaucoup de pays du monde, et en Europe aussi, souvent, le processeur et l'acquéreur sont la même personne. C'est le cas. On facilite un peu ce chemin-là, en finalement faisant le lien entre la banque, le PSP, pour être encore une fois assez simple, et du coup apporter finalement cette couche de compréhension à des sujets souvent qui sont un peu perdus in the middle, parce qu'il y a un côté un peu borne, c'est-à-dire que quand on a une banque d'un côté et un PSP de l'autre, souvent la vérité, elle peut être d'un côté et de l'autre. Et toutefois, parfois la frontière est assez fine et c'est difficile finalement d'identifier où est le problème. La force, je pense, qu'on a et qu'on a développée là-dessus, et c'était aussi un peu le prisme du lancement il y a un peu plus de 10 ans de PayPlug, c'était de dire on va apporter finalement cette surcouche de compréhension et de connaissance et surtout l'optimiser et arriver au résultat. Parce que pour revenir à ce que disait Lucas, à la fin de la journée, son sujet, c'est les KPI, et c'est de prouver à la finance, au COMEX, que finalement les sujets sont pilotés et que la performance est là. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, c'est une vision assez franco-française. Le split de la banque et du PSP, c'est beaucoup moins vrai à l'échelle européenne. Je pense que c'est aussi lié un peu à la structuration d'un GIE autour de cartes bancaires, etc., qui a fait que historiquement, les banques en France se sont toujours senties très très proches du métier paiement, et je pense que ça change pas, parce qu'aujourd'hui elles le sont encore et elles souhaitent, je pense, le rester d'un point de vue marché. Voilà. Mais encore une fois, on peut voir qu'on appartient aujourd'hui à une banque et que cette banque, elle s'appuie aujourd'hui sur PayPlug pour avoir des relations avec des marchands du type de But Conforama. Donc les deux modèles, je dirais, sont complémentaires et peuvent parfaitement faire sens, et ce, même à l'intérieur d'un établissement bancaire. Écoutez, messieurs, merci pour la qualité de cet échange. Je vous annonce qu'on est déjà à 1h03 d'échange. Il nous reste 1 heure, c'est ça? Et bravo pour la qualité avec laquelle vous avez pu exprimer vos opinions, vos convictions, sans nous perdre, j'espère, trop dans les méandres techniques et complexes des sujets dont il a été question. Merci de nous avoir livré ces deux visions qui sont en fait pas du tout contradictoires et qui vont dans le même sens de ce que c'est que la stratégie de paiement aujourd'hui dans le retail, accompagnée par des solutions comme celle de PayPlug. Merci Lucas pour le retour d'expérience chez But Conforama. Il me reste aussi à remercier le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour l'accompagnement et le support de ce podcast. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre présence. Un grand merci à Lucas, un grand merci à Mathieu pour cet échange. Si on veut vous joindre, comment fait-on? LinkedIn, c'est facile. Sinon, il y a le mail. Si tu as une petite place dans la publication du podcast, on laissera une adresse mail. Très bien. Mais effectivement, LinkedIn, c'est toujours c'est facile efficace pour se retrouver. Et si jamais il y a besoin, je peux faire le go-between. Vous savez comment me contacter. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à très bientôt. Merci Cyril. Merci à toi.